pour démarrer ce super webinaire avec Louise qui nous a fait le plaisir d'être notre invitée. Donc du coup, nous, le collectif créatif des territoires, on va le présenter juste après. Je ne sais pas si Léna et Nicolas et Marie, vous voulez le présenter avec moi, mais donc en fait, on s'est regroupé avec des acteurs pluridisciplinaires. Et donc, moi, je suis une des briques design et architecture du collectif. Et j'ai rencontré Louise et Marie à la Villa Bonne Nouvelle. Et Louise, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis donc Louise Colailly et je suis chargée de mission participation citoyenne à la ville de Grand-Quevilly. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, de où se situe Grand-Quevilly, etc. Mon parcours en quelques mots, effectivement, on s'est rencontrés à la Villa Bonne Nouvelle. En gros, moi, j'ai eu 3 vies professionnelles. La première qui était en Alsace. J'ai vécu pendant longtemps à Strasbourg. J'ai travaillé dans le domaine de l'insertion professionnelle, l'éducation populaire et en lien avec le développement territorial dans une maison de l'emploi. Et c'est là que j'ai découvert les approches participatives à la maison de l'emploi du pays Bruges-Mossic-Piémont à Molsheim, que tout le monde connaît bien sûr, donc qui n'est même pas à Strasbourg, donc souvent les noms alsaciens font sourire. Et dans cette maison de l'emploi, de la formation, on a développé des méthodes, des projets pour essayer de réfléchir l'emploi, pas seulement en termes de chômage, mais dans une démarche plus globale. J'étais au sein d'une petite équipe très dynamique et c'était au début des années 2010 et on s'est formés ensemble donc, aux approches participatives, à la gestion de projets en mode collaboratif. Et moi, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui rapproche le monde de la formation, de l'éducation populaire, des pédagogies actives et de la gestion de projets. Et du coup, j'ai changé de ville, je suis allée à Paris et j'ai rejoint un cabinet de conseil en dynamique collaborative. Donc, j'ai vraiment fait de la facilitation en intelligence collective, mon métier à plein temps, et du conseil en transformation des organisations, en proposant aussi des parcours de formation, puisqu'il y a toujours eu cette brique de formation et cet intérêt pour les pédagogies. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années pour accompagner tout type d'organisation, à la fois des grands comptes. J'ai travaillé pour le Crédit Agricole, Leroy Merlin, mais aussi des associations, mais aussi des collectifs. Et en 2017, j'ai monté une entreprise Réalidé. Et c'est là que j'ai rejoint la Villa Bonne Nouvelle et rencontré Annabelle, Marie. Et donc, l'objectif de Réalidé, c'était d'accompagner la capacité d'agir des collaborateurs qui, au service de projets en lien avec le développement durable ou de projets à impact positif. Donc, en faisant de la facilitation et du conseil en transformation et de la formation dans des organisations à impact positif. Suite à la crise du Covid, déjà, ma vie personnelle a évolué et j'ai donc quitté Paris et j'ai aussi rejoint donc, la collectivité de Grand-Quevilly et c'est de là que je vous parle aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise. Du coup, juste avant de te poser ces 3 questions, quel suspense maintenant. Mais quelles 3 questions? Mais les 3 questions. The 3 questions. Du coup, on voulait juste remettre un peu le contexte voilà, de qui nous sommes et pourquoi on t'invite et quels sont les liens entre vous et nous, entre toi et nous. Nous, vraiment, le but, c'est vraiment d'impulser. Donc, c'est une notion qui
que l'on partage ensemble, d'impulser vraiment des démarches collectives et collaboratives au sein des territoires pour pouvoir proposer des solutions qui sont mieux ou qui répondent plus ou qui vont plus loin par rapport à ce qu'est le territoire aujourd'hui pour ses habitants. Et cela en travaillant aussi bien sur des sujets de design de service, que de design d'espace, que de programmation, que d'innovation, etc. Donc nous, vraiment, le but, c'est toujours de mettre autour de la table les parties prenantes qui seront nécessaires à l'avancée de la réflexion pour pouvoir construire ces projets d'intérêt général et surtout les rendre concrètes. On est vraiment dans la stratégie du petit pas franchissable, de vraiment rendre réel le changement une fois que le besoin est identifié. Nicolas, tu veux que je te passe la balle? Oui, très vite. Donc moi, Nicolas, aussi membre du collectif. Donc comme dit Annabelle, on impulse par l'intelligence collective, parfois des dispositifs de participation citoyenne. Enfin, voilà, l'idée en tout cas, nous, c'est d'impulser des projets et des projets qui, d'une certaine manière, font prendre conscience aussi aux acteurs du territoire de leur capacité collective à travailler ensemble et imaginer de nouvelles solutions. Donc je vais pas beaucoup plus loin, en tout cas pour qu'on bascule vite sur les questions, mais c'est un petit peu ce qu'on essaye d'impulser. Et peut-être avec deux modalités d'action du collectif, qui sont un, ce qu'on préfère et ce qu'on adore, c'est des projets concrets sur le terrain, donc faire avec les gens au plus proche des territoires sur du concret. Et puis deux, et les webinaires en sont une expression, c'est essayer de faire émerger petit à petit et animer une communauté apprenante, alors que ce ne soit pas que des prestataires ou des designers, mais parfois que ce soit des élus, des agents, des membres d'associations, des gens dans les entreprises. Enfin, Louis t'en parlait tout à l'heure, il y a plein de gens qui s'intéressent à créer de l'impact sur les territoires et donc on essaye, nous, par ces petites actions d'échange, de créer cette communauté où on échange entre nous et on partage nos réussites, nos difficultés pour faire toujours un peu mieux sur ces petits pas pour faire participer davantage et transformer les territoires. Voilà. Yes. Et du coup, voilà, on a mis quelques logos de certains clients qu'on a accompagnés, puisqu'aujourd'hui, le collectif, c'est une dizaine de personnes. Et donc, voilà, on travaille aussi bien avec des collectivités. Là, il y a Québec, Grigny, Béthune, le département du Maine-et-Loire. Ah, 2 fois la région Grand Est, la on a fait beaucoup de choses pour Ouais, on voit les chouchous, hein. Le Teil, le Havre, la mairie de Nanterre, et aussi quelques acteurs privés comme La Poste, Bouygues, Suez, et des acteurs de la normalisation comme le CSTB. Mais, en fait, l'important, c'est notre super invité. Donc, du coup, mais oui, non, mais c'est vrai, Louise, tu rigoles, mais en vrai, on est trop contents. Donc, du coup, tu nous as expliqué ton parcours, mais en vrai, c'est quoi ta fonction et ta mission tous les jours? Qu'est-ce que tu fais pour impulser la participation citoyenne? Je voyais Nicolas dans son petit paragraphe de l'intérêt, comment tu impulses, comment tu fais passer de 0 à 1? Alors, pour ce qui est des fonctions et des missions au quotidien, avant le défi d'impulser. Yes. Du coup, je vais être scolaire, je vais répondre à la question de ta slide. Ok, faisons ça. Mes fonctions, mes missions, je suis donc agent, je suis contractuelle au sein de la collectivité de Grand-Quevilly. La particularité de mon poste, j'ai été indépendante et entrepreneur pendant presque une dizaine d'années. Donc, ça peut sembler être un grand pas pour certains. C'est une remarque qu'on me fait souvent. Ah ouais, mais d'accord, tu as rejoint une collectivité. Et en fait, la particularité de mon poste, c'est que d'un point de vue fonctionnel, du coup, ceux qui sont dans des collectivités, ça leur parlera. Je suis rattachée directement au DGS, donc au directeur général des services. Ce qui fait que, en tant que chargée de mission participation citoyenne, j'ai vraiment un poste qui est en transversalité totale. Donc, je vais pouvoir travailler avec toutes les directions et
et quelque part travailler en dehors des questions purement hiérarchiques, même si elles s'invitent forcément dans une organisation pyramidale comme une collectivité territoriale. Mais disons que moi-même, étant rattachée au plus haut échelon, je peux facilement aller parler aux uns et aux autres dans des relations très directes. Les missions, elles vont être à plusieurs dimensions. En fait, j'ai déjà une mission auprès des services, c'est d'être ressource pour les méthodologies de participation citoyenne et pour la gestion de projets qui utilisent des approches participatives. C'est d'être en appui, mais aussi d'être en impulsion. J'ai aussi un rôle auprès des élus, donc j'en parlerai aussi tout à l'heure. Je suis rattachée notamment à Barbara Guillemin, qui est adjointe, quatrième adjointe, et qui a une délégation à la vie des quartiers et à la participation citoyenne. Donc, je travaille notamment avec elle, mais avec tous les membres du conseil municipal et le maire. C'est aussi l'intérêt de la transversalité, parce que c'est une transversalité à la fois hiérarchique, mais aussi thématique. Et je travaille donc avec aussi les habitants. Et là, mes missions, ça va aller de effectivement faciliter des ateliers à parfois faire de la médiation ou être voilà, en relation plus directe quand il peut y avoir aussi des pétitions, être en réponse aussi aux habitants et en appui des services. Top. Ça va, ça a répondu à ta question, mes missions, mes fonctions? Ça a pas mal répondu à ma question. Mais du coup, et surtout, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on peut nourrir au fur et à mesure. Ou dans tous les cas, à la fin, il y a un temps de questions-réponses qui est prévu. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, avec tous les niveaux auxquels tu peux intervenir et tous les interlocuteurs auprès de qui tu peux impulser la participation citoyenne, est-ce que comment tu abordes ces défis-là aux différents niveaux, que ce soit les élus, les agents, peut-être les citoyens en premier. Comment est-ce que tu fais ça concrètement? Alors, je vais vous partager une petite presse pour illustrer en fait le propos. Et effectivement, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Ce sera plus interactif. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ok. Oui. Alors, la question, c'était un peu comment est-ce qu'on passe de 0 à 1, comment est-ce qu'on impulse effectivement. Le point de départ de cette intervention, c'est déjà Grand Queville. Je me permets juste de faire un petit point sur ce contexte, parce que quand on fait de la participation citoyenne, on ne la fait pas de la même manière partout. On travaille avec une culture, on travaille avec une histoire, on travaille avec des gens. Et donc, du coup, c'est intéressant de vous montrer, à défaut de vous faire visiter, de vous donner un petit aperçu de où se situe Grand-Quevilly. Je vous l'ai mis en rouge. Grand-Quevilly, c'est donc une ville qui est limitrophe de Rouen, qui est à côté de Petit-Quevilly, qui se situe dans les boucles de la Seine et qui est sur la rive gauche de la métropole de Rouen. On fait partie de la métropole Rouen-Normandie, ainsi que plus de 70 autres communes. C'est une ville de presque 26 000 habitants. Et c'est une ville qui a une particularité, c'est l'axe jaune. Il y a beaucoup de particularités, bien sûr, mais notamment, vous voyez cet axe jaune au milieu qui s'appelle la Sud 3. Est-ce que vous l'avez bien repéré, cet axe routier? Cette Sud 3, elle est particulière parce que, en fait, à l'ouest, vous allez avoir ce qu'on appelle le bourg. En fait, le bourg, c'est l'image que je vous ai mise avec le centre Marx d'Ormois. C'est à la base un village qui était un village plutôt d'agriculteurs et qui est
une ville industrielle avec un très très fort passé industriel. Il y avait historiquement les plus grosses industries qui sont situées en bord de Seine. Aujourd'hui, on a encore des industries sur ces territoires-là. Sur cette zone-là, il y a 5 sites Céveso sur ce territoire-là et on est à 500 mètres ou 1 kilomètre de Lubrizol. Donc, Lubrizol, est-ce que ça parle à tout le monde? Du coup, oui. Et 2019, oui. Ouais. Un gros nuage noir, une usine de lubrifiant qui explose. Voilà, donc ça vous donne un peu le contexte sur ce côté-là de la Sud 3. C'est donc une ville qui a ce passé industriel, aussi ce passé d'immigration, où il y a eu des phases successives d'immigration, que ce soit portugaise, marocaine. Et il y a un maire visionnaire élu en 1936, Tony Larue, qui a, à partir des années 60, quelque part développé la ville, mais en fait un peu déménager la ville. C'est-à-dire qu'il y a eu l'installation d'infrastructures et de quartiers entiers sur des terres agricoles de l'autre côté de la Sud 3. Et aujourd'hui, la ville, c'est les autres images, les 2 images de droite que je vous présente, avec en fait à gauche, vous avez le centre Marx d'Ormois, qui est la mairie historique de Grand-Quevilly. Et à droite, vous avez la mairie actuelle de Grand-Quevilly. Et du coup, ça permet de mettre en perspective. Tony Larue, attention, il a été maire de 1936 à 1996. Vous avez bien entendu. 60 années. Alors, avec une interruption, puisqu'il a été résistant. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une interruption. C'est il y a aussi le lien avec Laurent Fabius, c'est un bastion PS en Quevilly. Et il faut se dire que c'est une ville qui a vraiment été construite par quelqu'un qui a eu une vision donc, sur cette partie est de la Sud 3. Moi, je parle souvent de SimCity en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait une page blanche et qui a construit, positionné les bâtiments. Avec une rationalité qui fait que voilà, on n'est pas dans un petit quartier charmant historique du centre de Rouen. Voilà. C'est pas ça, c'est vraiment une rationalité de l'espace ancrée dans les années 60-70. Et lui, sa vision était très forte. C'était un tiers, un tiers, un tiers. En gros, un tiers de logement, un tiers d'équipement publics et un tiers de verdure, d'arbres, etc. Et des grands axes, tout orienté sur la voiture. Donc aujourd'hui, avec la ZFE, ça questionne plein de choses. Et ce qui est intéressant par rapport à cette histoire, et j'en finis là sur cette petite note culturelle, c'est que en fait, c'est une vision très centralisée. Donc, Tony Larue, maire 60 ans, il a centralisé les relations, il a centralisé la conception de l'espace public. Il y a un bailleur social principalement présent, mais genre à 90%, c'est Quevilly Habitat. Et il est également président de Quevilly Habitat en même temps que maire, sachant qu'il y a 80% de logement social. On est vraiment sur une centralisation totale. Donc, quand je parle de comment on passe de 0 à 1, c'est bien comment est-ce qu'on passe de 0 et ce n'est pas 0,4 à 1. Alors, vous allez me dire, oui, depuis 1996, il y a eu du temps, etc. Mais il y a eu aussi un héritage très fort. Et du coup, Marc Massion, qui a succédé à Tony Larue, il a été maire jusqu'à l'élection de Nicolas Rouly en 2020. Donc voilà, on est à chaque fois sur des histoires longues. Et alors, comment tu... nous, j'allais dire, justement, c'était exactement ça ma question, c'était comment est-ce que de quelque chose d'un grand visionnaire
On passe à une vision partagée ou à une co-construction ou à une identification des besoins co, euh, co-diagnostiqués ou comment C'est tout le défi. Et ouais. Donc, du coup, justement, Nicolas Rouly, il a été élu en 2020 en mettant vraiment la participation citoyenne comme un axe fort. Et en fait, il a orienté tout son programme autour du livre des projets. Je vous en ai mis des aperçus, parce qu'en fait, le livre des projets, c'est vraiment ce qui structure l'action municipale aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un programme et aujourd'hui, c'est décliné en plan d'action. Voilà, ça structure. La participation citoyenne, elle fait partie des axes forts, mais aussi la philosophie qui est portée par le maire actuel. Et souvent, on dit participation citoyenne, quel est le portage politique, etc. Là, il y a un portage politique qui est fort. Après, c'est pour ça qu'on est aussi sur de la participation citoyenne et pas de la démocratie participative. On est encore sur un mode qui est très centralisé dans les habitudes et dans les modes de fonctionnement. Donc, c'est vraiment de la coexistence de différents modes et c'est ce qu'on va voir en fait dans ce que je vais un petit peu vous présenter. Sur la participation citoyenne, un des dispositifs forts sur lesquels on est en train de travailler mais qui n'est pas encore déployé, ça va être des conseils de quartier. J'ai vu un des participants qui avait mentionné comité de quartier. Donc nous, on est en train de travailler, de préparer le lancement de conseils de quartier pour cette année. Ça a été fortement reporté à cause du Covid parce qu'on ne voulait pas faire des instances participatives sans qu'on puisse se voir pour de vrai et sans être sûr que ce soit possible de se voir pour de vrai. Je poursuis. Alors, Yes. donc moi, j'ai pris mon poste fin janvier 2021. Tout de suite, je vous ai parlé du livre des projets. Je me suis lancée sur différents projets en fait en réponse aux besoins des services. Donc l'idée, c'était de se dire, on va tester, on va voir ce qui marche et on va apprendre au fur et à mesure. Et toujours dans la perspective de dire, OK, on teste dans le court terme, mais il faut que ça serve à quelque chose dans le moyen terme. Donc, à mon niveau, il y avait un enjeu de comprendre le territoire, de comprendre qui sont les grands cuviers et parmi les grands cuviers, qui sont les grands cuviers intéressés par la participation citoyenne. Et pour les services, il y avait l'enjeu de comprendre ce que c'est la participation citoyenne. C'est encore quelque chose qui est à travailler parce que voilà, c'est des contours qui sont à géométrie variable. Et pour les élus aussi, de leur permettre de non seulement tester, de vivre des situations, mais aussi de voir comment ça peut challenger leur posture, en fait, leur positionnement par rapport à leurs élus et à la relation qu'ils ont avec leurs élus. Le conseil municipal, c'est un conseil municipal qui est relativement jeune et qui rassemble des profils très, très divers. Alors, je vous ai mis sur cette slide différents projets. En gros, je suis arrivée, la première chose que j'ai faite, c'est des entretiens avec les directeurs, des entretiens semi-dirigés, pour faire parler les directeurs de leur quotidien, mais aussi de leur perception de la participation citoyenne, des expériences qui avaient pu être menées ou de leur perspective par rapport à mon poste. Dans les grands projets, il y avait donc, je vous l'ai dit, il y a les conseils de quartier. L'idée, c'est que ces conseils de quartier puissent préfigurer des budgets participatifs. Donc, on a réalisé un benchmark autour de budgets participatifs sur des villes à peu près de notre taille ou avec des éléments communs pour voir comment ça peut fonctionner, etc., voir différents retours d'expérience. Et puis, en parallèle, on a mené différents projets, donc beaucoup avec la direction des services techniques, beaucoup des projets en lien avec l'aménagement urbain. Donc, il y a eu notamment une concertation dans un parc qui s'appelle le parc Camus dans le centre. On a eu une consultation, un atelier avec des habitants au sujet d'un plan de circulation dans un quartier relativement récent.
On a travaillé voilà, sur une aire de jeu. La place Maryse-Bastier, on a travaillé sur, là avec des prestataires, l'atelier ligne, les cocottes urbaines, pour réaménager la place. Et puis, la consultation de la roseraie, dont je vous parlerai un peu plus après. Et d'autres projets avec la direction des services à la population, un projet autour du nommage au féminin. Là, c'est parti du constat qu'à Grand-Quevilly, il y a plein d'endroits qui n'ont pas de nom, parce que c'est une ville relativement nouvelle. Il y a des centres, il y a des places, elles n'ont pas de nom. Et l'autre constat, c'est qu'aujourd'hui, dans l'espace public, 95% des lieux ont des noms d'hommes, sont nommés d'après des hommes remarquables. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément d'aller vers de l'égalité, là, on en est très, très loin, mais c'est de commencer à proposer aux habitants de choisir des noms de femmes pour les lieux qui n'ont pas de nom. Et chaque année, d'en sélectionner environ 5, avec des tailles différentes dans différents endroits. Et les habitants peuvent choisir. Alors, ils ne peuvent pas choisir les noms qui sont soumis à consultation, parce que l'idée, c'est que ça convienne à l'histoire, à la cohérence locale, qu'il n'y ait pas de doublons, etc. Donc, on a un petit comité de sélection pour proposer les noms. Mais en fait, c'est aussi un projet qui permet d'éduquer en fait, et de faire de la pédagogie autour de parcours remarquables de femmes. Donc, par exemple, ça peut être des personnalités locales ou des personnalités internationales. On a aussi lancé avec la médiathèque et avec la direction des services à la population un groupe défi zéro déchet sur 6 mois pour voir comment, parce qu'il y a beaucoup de sujets autour de la transition écologique et citoyenne, et donc du coup pour voir aussi comment les habitants réagissent. Et il y a eu aussi un des temps forts, c'est un séminaire avec les élus introduit par Jo Spiegel, du coup ancien maire de Kingersheim, et pour déjà former et informer les élus sur ce que c'est la participation citoyenne, sur ces expériences-là qu'on a menées. Le fil rouge, ça a été la création d'une liste participation citoyenne. Comme je vous le disais, tout l'enjeu en fait, de la première année, c'était tester, de faire voilà, sur différents services, différents thèmes, différentes modalités plus ou moins importantes, des essais pour voir ce qu'ils pouvaient prendre. Et puis de se dire, à moyen terme, ça alimente quelque chose. Donc, en fait, moi, comme je suis arrivée dans un endroit où il n'y avait rien, il n'y avait pas non plus d'outils. En fait, il n'y avait pas de moyen de contacter les citoyens, par exemple, pour les inviter à des ateliers. Donc, ce que j'ai souhaité faire, c'est de me doter en fait, d'une liste qui soit en accord avec les critères RGPD. Et dans tous les différents temps, ça m'a permis de collecter des contacts. Et aujourd'hui, la liste fait un peu plus de 940 personnes. Et du coup, ça permet d'avoir un vivier en fait, de gens qui sont réactifs et qui vont être intéressés par ces démarches-là. Et du coup, Louise, juste avant de venir plus en détail, peut-être sur une mission en particulier, sur un projet en particulier, il y a une question de Nolwenn, et moi j'avais aussi une question. Donc la question de Nolwenn, c'était ses premiers projets ont été impulsés par des élus, le programme politique du nouveau maire, ou suite à ton diagnostic. Et du coup, moi, mon autre question, c'était aussi dans la préparation, tu faisais la différence de petits pas entre l'intelligence collective, la participation, la co-construction et peut-être pouvoir voir aussi comment petit à petit tu montes crescendo dans les méthodes que tu utilises ou pas. Alors, sur qui a impulsé, en fait, effectivement, c'était inscrit dans le livre des projets. Donc, par exemple, si on prend le principe sur les projets d'aménagement urbain d'associer les citoyens, ça fait partie des engagements. Et du coup, pour le choix des projets, c'était un choix d'opportunité. En fait, il y avait ces besoins-là de réaménagement à différents endroits ou de réflexion sur le plan de circulation. Et donc, du coup, voilà,
croiser les deux entre effectivement l'emploi par les élus, le conseil municipal, et puis ce qui est apparu. Après, c'est vrai qu'ayant un passé de consultante, du coup, très vite, j'ai été repérée par le directeur des services techniques comme quelqu'un qui pouvait l'aider sur de la gestion de projet en mode participatif où il y avait des demandes, et puis du coup, ça a très bien fonctionné. Je sais que dans d'autres collectivités, parfois, c'est pas évident de travailler avec les services techniques sur de la participation citoyenne parce qu'il y a une expertise d'un côté, ça peut être pas évident. Ici, à Grand-Queville, c'est tout l'inverse. C'est très facile. Du moins, très facile. Ça se fait très bien, c'est très complémentaire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu aussi pas mal, je dirais, de projets en lien avec la direction des services techniques. Et pour ta question, Annabelle, en fait, des degrés, l'idée, c'était de tester, en fait, plutôt que de se dire on va y aller de manière progressive, marche par marche, c'est plutôt de tester différents degrés de participation sur différents projets. Donc, par exemple, il y avait un projet que je n'ai pas mis, mais autour d'un réaménagement de carrefour, où là, c'était vraiment de l'information. Donc, on a fait du porte-à-porte pour faire de l'information. Il y a eu des projets en mode consultation où l'idée, c'était vraiment de récupérer les avis des citoyens et puis de travailler avec les élus, les agents pour voir comment est-ce qu'à partir de ces avis-là, on pouvait réussir à faire une sorte de synthèse ou une sorte de solution, un compromis. Et puis, sur le parc Camus, la place Maryse-Bastier, on a testé plus de la concertation avec des modalités différentes. Et sur le défi zéro déchet, on est vraiment sur une modalité en mode intelligence collective où c'est un groupe qui s'est mobilisé et qui choisit ses sujets. Nous, on était force de proposition sur des thématiques et c'est eux qui font le défi. Donc, en fait, l'idée, c'était de se dire on va plutôt faire un maillage plutôt qu'un phasage. Oh, c'est bien dit. Maillage plutôt que phasage. Top, merci. Et du coup, oui, est-ce qu'il y a un projet qui illustrerait particulièrement ou que tu as apprécié ou que tu veux nous parler plus particulièrement? En fait, je me suis dit que si il y a un an, je me suis un peu mise, il y a un an, quand je m'ai proposé d'intervenir, de quoi j'aurais eu besoin ou qu'est-ce qui m'aurait intéressé. Et la tentation, c'est d'aller vers les projets où le niveau de participation est le plus élevé. Mais en fait, je suis allée contre cette tentation parce que, en fait, un des projets qui a été le plus marquant et en fait qui, je pense, a permis à la collectivité et à mes missions de faire un saut, c'est le projet autour de la consultation de la roseraie. Et ce, pour plusieurs raisons. Pour une dimension quantitative, vous allez voir sur le nombre de gens qui ont participé. Et puis sur une dimension aussi qualitative, de montrer que tout d'un coup, ça peut avoir du sens, ces approches-là. Du coup, je trouve que c'est celui, même s'il n'est pas au degré de participation le plus élevé, qui a de l'intérêt. Alors, d'où c'est parti, le besoin de départ, c'est donc un parc au cœur de Grand-Queville. C'est un parc qui est au pied du nouvel hôtel de ville. C'est une roseraie dont le projet a été impulsé par Laurent Fabius autour de la thématique de la rose, le PS, etc. Du coup, c'est une roseraie qui est vraiment choyée et très appréciée des Grands-Quevillais. Il y a une grande majorité des Grands-Quevillais qui habitent en appartement. Je vous ai dit qu'il y avait un tiers de la ville qui était dédié aux espaces verts et la roseraie en fait partie, mais la roseraie, c'est vraiment le parc, je pense, le parc préféré dans une concertation sur le parc Camus. Je leur demandais quelles étaient leurs habitudes et le parc préféré dans le cœur des Grands-Quevillais, c'est cette roseraie-là. Parce qu'elle a plusieurs caractéristiques. Elle est très esthétique, elle est centrale, et puis elle est en même temps un petit peu protégée, donc pas très connue de la rive gauche. Du coup, c'est vraiment
ça allie le côté identitaire au côté joie et bien-être d'être dans un espace vert. Puisque en plus les gens qui se marient, ils vont dans la roseraie après faire des photos. Donc c'est vraiment riche sur la vie intime même des grands queviers. Dans cette roseraie, il y a un système de bassins et de jets d'eau et de rivières qui vous ai mis un petit aperçu pour que ça vous parle un peu plus. Après, c'est un parc qui doit avoir une vingtaine d'années. Après des tentatives de réparation de ces bassins, en fait, le système hydraulique a des problèmes trop profonds d'étanchéité ce qui nécessite un réaménagement important de l'anneau central en fait, de cette roseraie. Les services techniques avaient essayé de faire des travaux qui n'avaient pas fonctionné. Ils ont donc fait appel à un bureau d'études qui a travaillé sous forme de scénario et qui a proposé 2 scénarios de réaménagement. Et la volonté du maire, c'était de proposer aux grands queviers de départager ces 2 scénarios de réaménagement. Donc, les 2 scénarios, on les a un petit peu retravaillés pour que ce soit facilement appréhendable par les habitants. On en a proposé en fait 2 versions avec des noms différents, donc un scénario nature et convivialité et un scénario jeu et eau. En gros, dans le scénario nature et convivialité, ce qui est déterminant, il y a à chaque fois des éléments qui se retrouvent dans les 2 scénarios, mais ce qui est déterminant, c'est d'avoir plusieurs miroirs d'eau, un amphithéâtre végétal avec des œuvres d'art, un côté plus contemplatif. Et puis, dans le scénario jeu et eau, c'est de doter la ville d'un équipement qu'ils n'ont pas pour le moment. C'est des bassins pour enfants, des jeux d'eau, des tunnels d'eau avec vaporisateur, etc. Parce que, je vous le disais, hein, on est vraiment sur une population qui est majoritairement en appartement. Et donc, du coup, même si on est en Normandie, les canicules peuvent être dures à vivre. Alors, par rapport à la participation citoyenne, comment ça s'est déroulé? Donc, je vous ai parlé de la définition de 2 scénarios avec un bureau d'études. En amont de la participation, on a défini et validé le processus de participation et on a préparé les supports de communication pour les habitants. Il y a eu un temps de lancement de la consultation qui a eu lieu le 4 septembre 2021 lors du Forum des associations. Le Forum des associations, ça rassemble près de plus de 5000 grands queviers. C'est vraiment le lieu de rassemblement sur une population de 26 000 habitants. C'est vraiment le temps fort de la rentrée. Et donc, il y avait un stand et la possibilité pour les habitants de venir voter. On a mis en place un vote en ligne sous forme d'un formulaire sur le site de la mairie. Et c'était un vote uniquement en ligne, mais pour équilibrer, on a mis en place différentes actions pour aller vers les habitants, et notamment le vote par tablette. Donc, dans l'accueil de l'hôtel de ville, il y avait un support avec une tablette et la possibilité de venir physiquement pour accéder au formulaire ou être aidé pour voter sur cette tablette. Et puis surtout, il y a eu différentes animations pour aller vers les habitants. Donc, j'ai associé le conseil municipal des jeunes et des ados citoyens pour aller à la sortie des écoles. Donc, c'était les enfants élus à la sortie des écoles qui distribuaient et qui disaient à leurs camarades « Ah, il faut que vous choisissiez entre 2 scénarios pour la roseraie » et qui en ont parlé aux parents. On a aussi fait des enquêtes flash sur site à la roseraie avec, dans le cadre d'un dispositif, Grand Queville prend en charge une partie des frais d'études d'étudiants Grand Quevillais. Et en contrepartie, ils appuient la municipalité sur des actions de solidarité ou des actions citoyennes.
j'ai mobilisé plusieurs fois 3 étudiants avec moi pour aller rencontrer les usagers de la roseraie et les faire parler, les questionner et avec les tablettes, du coup, répondre aux formulaires en ligne. Et puis, aussi par rapport aux personnes plus âgées, il y a 4 espaces seniors. Donc, on est allé dans 2 des 4 espaces seniors, les 2 espaces seniors les plus proches, pour aller à la rencontre, pareil, des habitants et puis leur permettre de voter. Le vote a pris fin le 23 octobre et ça a ensuite donné lieu à un copilote. Je vous ai remis le détail du dispositif. En gros, ce dont je n'ai pas parlé là, c'est aussi la communication. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'à Grand-Quevilly, on ne partait pas forcément avec grand-chose en termes d'outils, mais on a quand même une page Facebook qui est très suivie. Et du coup, ça, c'est un gros atout parce que ça a été diffusé sur Facebook. Je vais passer vite pour qu'on ait encore un peu de temps pour discuter. Sur les résultats du vote, on a eu 1034 votants qui ont participé. C'est le scénario nature et convivialité qui a gagné. Ça, vous connaissez quand même les réponses. L'intérêt, en fait, ça a été de comprendre quelle était la pyramide des âges des votants. Donc, on a eu une forte participation des 26-45 ans. On a une forte participation de femmes plutôt que d'hommes. Et en fait, ça, sur le vote numérique, c'est une constante. On l'a mené sur différents projets. Et enfin, un des points clés, je vous parlais de la liste participation citoyenne. Il y a plus de 60% des personnes qui ont participé qui ont souhaité que leur adresse soit conservée et être recontactée. Et depuis, on utilise cette liste et ça fonctionne super bien. En fait, on a vraiment pu collecter un vivier de gens qui sont intéressés par les sujets de la participation citoyenne. Merci Louise. Si le temps des questions est venu, si vous avez des questions pour Louise, n'hésitez pas. Alors, Léna a demandé qui était le paysagiste du projet. C'est les ateliers Saint-Georges. Et moi, j'allais te demander, peut-être pour reboucler avec ce que tu disais au tout début en présentant ta fonction et tes missions. Donc là, tu as illustré le projet avec la roseraie, mais ça, c'est avec les citoyens et avec les agents qui mènent les projets ou desquels tu es en appui. Et comment est-ce que vous collaborez ensemble? Comment est-ce que ça doit changer aussi leur mode de faire? Enfin, je ne sais pas, ça fait peut-être pas 60 ans qu'ils sont là, eux, mais quand même, peut-être que ça fait évoluer les choses. Ça fait pas 60 ans, mais ça fait pas loin. En fait, à Grand-Quevilly, il y a 80% des agents qui sont Grand-Quevillais et qui sont là depuis une forte longévité. Il y a une ancienneté très importante dans les services. Donc, du coup, c'est aussi de se dire, je ne l'ai pas mis, mais par exemple, pour toutes les consultations en ligne, on a fait passer une note, on a fait passer un mail pour que les agents votent. Et ça a été très apprécié de la part des agents, de savoir qu'ils étaient associés aussi et qu'ils pouvaient donner leur avis. Après, dans les projets eux-mêmes, c'est vraiment, il y a 2 enjeux en fait principaux, hein, mais c'est un classique, mais c'est vraiment celui de la transversalité. C'est que c'est une organisation qui est très silotée. Donc, moi, mon rôle en tant que chargée de mission participation citoyenne, c'est aussi beaucoup de traduire les enjeux des uns par rapport aux autres. Et là, le passé d'intelligence collective, de facilitation, de conseils dans les organisations est un vrai atout parce que c'est beaucoup de la coordination, en fait. Mon poste, c'est beaucoup de coordination.
de traduire les réalités des uns par rapport aux réalités des autres, par rapport aux habitants, par rapport aux élus. Et puis l'autre enjeu, c'est l'enjeu de la gestion de projet, parce qu'on travaillait vraiment, et aujourd'hui, la collectivité est en train de vivre une transformation très rapide et très importante. C'est de passer d'un mode où c'était la gestion de l'activité, du fonctionnement, à un mode projet, avec un début, un milieu, une fin, des projets qui sont en même temps, des projets qui s'accumulent sur différents sujets. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un gros changement que moi, je ne vis pas, puisque moi, c'est ma culture de travail. Mais par contre, c'est d'accompagner les autres autour de ce mode de fonctionnement-là qui est totalement nouveau. Et pas forcément facile, pour le coup, parce que ça s'ajoute. Et il y a ce vrai enjeu de comment est-ce qu'on fait entre l'excellence d'exécution, ce qui est vraiment la culture existante, c'est l'excellence d'exécution au service des habitants, à un mode projet qui fait qu'il y a un moment où on lâche aussi, où on fait plusieurs choses en même temps. Yes, merci. Il y a Nolwenn qui demandait si tu es seule chargée de mission participation citoyenne à Grand Quevilly ou est-ce que tu as un service dédié? Est-ce qu'il y a... Je suis seule. Je suis seule. On est plusieurs chargés de mission sur différentes thématiques. Il y a un chargé de mission en lien avec les projets de développement durable, biodiversité, label climat, air, énergie, etc. Pour du développement économique, de l'emploi et une chargée de mission autour des questions d'égalité femmes-hommes et donc chargée de mission participation citoyenne. Alors, j'allais dire toujours, Nolwenn, est-ce qu'il y a un réseau intercommunal autour des questions de démocratie participative au sein de la métropole de Rouen? Et si oui, est-ce une base intéressante pour échanger autour des pratiques de participation citoyenne des différentes villes de la métropole? Alors oui, il existe un réseau des référents participation citoyenne qui est invité par la métropole Rouen-Normandie, puisque la métropole Rouen-Normandie a aussi un service participation citoyenne, là où ils sont plusieurs. Et on se retrouve de temps en temps, ça a été très ponctuel. Pour le moment, ce n'est pas forcément un lieu ressource parce qu'avec le Covid, en fait, du coup, il a dû y avoir 2 rencontres en numérique. C'est pas encore un lieu ressource, mais effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de participer à ce webinaire, c'est parce que je trouve ça super riche, les échanges entre pairs, et qu'aujourd'hui, clairement, c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment. Donc après, c'est facile dans la métropole de décrocher son téléphone et d'appeler différents services, etc., de le faire. Mais le lien n'existe pas forcément ou le lien n'est pas entretenu comme un réseau professionnel à ce jour. Elena demande si au niveau national, il y a un réseau. Oui, au niveau national, il y a l'ICPC qui est... il y a plusieurs réseaux qui fonctionnent ensemble, mais notamment l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, qui organise des webinaires, qui organise des échanges qui sont très riches. Il y a un réseau qui s'appelle Décider ensemble. Il y a aussi Démocratie ouverte, qui fait un travail de réflexion, de plaidoyer autour de la participation citoyenne. Et après, voilà, il y a différentes choses qui peuvent exister, mais je citerai ces 3-là comme les plus intéressants en termes de ressources. Il y avait une question sur le numérique. Ouais. Juste, je vois qu'il reste 2 minutes. Ouais. Parce que c'est un vrai, je crois que pour le coup, c'est un vrai dilemme numérique ou pas numérique, ou comment est-ce qu'on se prive pas du numérique. Mais
sans exclure tout ça. Du coup, l'idée, pour moi, c'était vraiment très pragmatique, c'est de se dire, voilà, on est sur une logique où il faut passer de 0 à 1. Donc, il y a un enjeu de mobilisation. Donc, il faut qu'on ait une approche quantitative pour toucher le maximum de monde. Et c'est en ça que l'exemple de la roseraie, je le trouvais important dans ce défi-là. C'est effectivement, là, aujourd'hui, soyons pragmatiques, le numérique, ça va toucher plein de monde. C'est de la démocratie à bout de clic, certes, mais quand même, ça permet de se poser des questions sur le partage de l'espace public, sur le devenir de l'espace public. Et en même temps, ma vision des choses et celle des élus et celle de la collectivité, c'est d'être dans une logique d'inclusion. Et donc, du coup, d'où les dispositifs d'aller vers. Par exemple, dans les enquêtes flash, on a vraiment touché des gens qui n'auraient pas du tout eu la possibilité ou fait l'effort d'aller à l'entrée de l'hôtel de ville, même si c'était à côté. Du coup, en allant vers les gens, on a pu avoir des échanges extrêmement riches. Et donc, du coup, ça s'est formalisé en termes de vote, mais aussi d'échanges qualitatifs. Dans les espaces seniors, c'est pareil. Et du coup, on a décidé de systématiser cette idée d'aller dans les espaces seniors. Et quand le temps le permet, l'idée, c'est aussi d'aller vers les habitants, de prendre un barnum, de s'installer là où il est question d'une problématique et puis d'échanger avec les habitants en direct. Et il y a Valérie qui demande, j'ai l'impression d'être dans les grosses têtes et de dire, alors, une question de Valérie. Mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros parce que bon, il reste pas longtemps. Mais du coup... Alors, quelle articulation entre ton travail sur la participation citoyenne à l'échelon municipal et les instances à l'échelon de la métropole, comme le Conseil de développement? Alors, par rapport à la métropole, l'élu à laquelle je suis rattachée, Barbara Guillemin, elle fait partie des conseils métropolitains et notamment de celui en lien avec la participation citoyenne. Et après, ça touche aux limites de ma connaissance des institutions. Du coup, je ne saurais pas encore à ce jour détailler tous les tenants et aboutissants. Mais en tout cas, on a ce lien-là avec la métropole et l'information circule aussi de cette manière-là. C'est une métropole quand même qui est assez particulière, Rouen, parce qu'elle est très étendue, avec des réalités de territoire à la fois urbaines et rurales. Voilà, du coup, les questions de participation citoyenne, ça va toucher un peu plus les villes urbaines, mais on a aussi Malonnais qui est très, très moteur. Malonnais qui fait partie des villes en transition du coup qui est très moteur sur les questions de participation citoyenne. Est-ce que je peux dire un tout petit mot là-dessus éventuellement parce qu'il se trouve que j'ai fait pas mal de travail pour la métropole de Rouen sur la programmation des espaces publics du centre ancien de Rouen. Et dans le cadre de ce travail qui a été assez approfondi et qui a duré plus d'1 an, on a effectivement été à la fois, on a fait nos propres méthodes, travaux de concertation, beaucoup in situ, effectivement, etc., balades urbaines et compagnie, puisqu'il s'agissait d'espaces publics, donc là, c'est vraiment un sujet qui s'y prête énormément. Mais effectivement, on nous a invités à participer à ces fameux conseils, conseils de développement, à 1 ou 2 reprises où on a présenté notre travail, on a pu répondre à tout un tas de questions, des choses qui ont pu être éventuellement remises en cause. Enfin, il y a eu une articulation. En tout cas, ça a été mis en place par les services qui nous avaient mobilisés sur la programmation des espaces publics. Merci. Est-ce que j'ai le droit de poser une dernière question ou tu dois filer, Louise? Vas-y, je t'en prie. Du coup, par rapport au vote sur les 2 scénarios de la roseraie, j'allais poser la question de la responsabilisation ou de la co-responsabilité des choix qui sont opérés, puisque le bureau d'études a proposé 2 scénarios qu'il
valoriser autant l'un que l'autre, j'imagine, mais du coup, comment est-ce que enfin, voilà, est-ce que la décision, ça a été tout de suite de dire que le processus participatif fera état de décision, ou est-ce que derrière, enfin voilà, comment on devient un peu responsable de ce qui se passe en bas de chez nous sans avoir finalement autant d'intermédiaires que dans d'autres projets, alors qu'on est Alors effectivement, sachant de la logique, l'expérience, c'était de mais se pas dire, trop du reste. Pardon. la logique, c'était de se dire, voilà, c'est une consultation. Donc, s'il y avait eu égalité, on aurait pu se dire, voilà, c'est les élus qui tranchent. Mais la logique, c'était de se dire, il y a consultation, donc on va écouter la parole des habitants. Okay. Donc, effectivement, les deux scénarios avaient été travaillés en amont entre les élus et le bureau d'études et la direction des services techniques pour être également souhaitables, également réalisables. Il y a eu un travail pour rendre très robustes les projets en amont. Après la consultation, il y a donc eu un copil avec le bureau d'études où on a échangé non seulement sur effectivement le choix qui a été fait par les habitants et qui a été acté de fait par le maire et les élus pour dire bon bah voilà, la majorité est allée vers là, mais dans les dispositifs pour aller vers les habitants, on a échangé, comme je vous le disais, avec les usagers sur le terrain, sur leurs craintes, sur leurs espoirs, sur leur vision, etc. Et donc, différents éléments aussi qui sont venus enrichir le projet. Ce que je veux dire, c'est que ça donne l'impression aussi que c'est un peu un oui-non. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, la réalité est plus nuancée que ça. C'est que dans les échanges qualitatifs, en fait, on a capté une parole qu'on a ensuite traduite et qui va avoir un impact. Je vous donne un exemple très anecdotique, mais qui ne l'est pas. En fait, c'est qu'il y a énormément d'usagers qui viennent à la roseraie avec leurs chiens. Du coup, en fait, dans ces aménagements-là, où l'idée, c'est d'aller vers un côté plus ludique, etc., la place du chien dans l'espace public, c'est une vraie question. Et le bureau d'études et le travail qui avait été fait n'envisageaient pas forcément cette dimension-là. Et donc, du coup, c'est la cohabitation chien-enfant, mais c'est aussi la cohabitation entre propriétaires de chiens, etc. Mais en fait, c'est finalement un profil d'usager, le chien, qui a son importance et qui avait été peut-être pas vu. Je pense que sans cette consultation autour du réaménagement, on n'aurait pas pris cette dimension-là en compte. Et donc, du coup, ça a amélioré le projet. Donc, je prends cet exemple-là, mais il y a différentes choses, notamment sur la dimension autour du végétal et la protection, vraiment la préservation même du patrimoine végétal existant et du patrimoine arboré existant. Ça a été extrêmement fort chez les habitants. Et donc, du coup, ça, c'est une dimension du projet qui était existante, mais qui a été renforcée de dire surtout, on n'abîme aucun arbre, on ne touche pas aux pétales de rose, on préserve ce patrimoine-là. Et sans la consultation, ça aurait été fait, mais moins fort. Merci. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que on se dit un grand merci à Merci Louise beaucoup. d'avoir été notre invitée. C'était hyper chouette. Merci à vous.